I'm going to introduce Yes, but I think I need maybe 1 hour J'ai to peut-être 1 heure, peut-être pour introduire Yes, mais il a un grand historique. have 5 minutes. So Je n'ai que I'm 5 minutes. going to do it very quickly. So Yes Follersen is a professor of environmental and Il est engineering. professeur d'ingénierie environnementale à l'université de Aalborg, au Danemark. Yes also works in public and private companies. Il travaille dans des entreprises publiques et privées Strongly involved in et il a the été sector. dans le secteur de l'eau également. I think that gives to Yes Ceci lui confère une vision pragmatique de la gestion globale de l'eau. his research topics Son sujet de recherche le conduit à des découvertes sur les processus biologiques et chimiques et les polluants dans les systèmes de drainage urbain, y compris les systèmes d'assainissement et les systèmes d'évacuation des eaux de pluie. Son approche consiste à développer de la connaissance fondamentale pour régler des problèmes fondamentaux et pour traiter des problèmes sur site, des problèmes de cas réels, des études et des enquêtes sur les microplastiques ont commencé, il me semble-t-il, en 2015 et particulièrement des méthodes analytiques pour la quantification des microplastiques. Il a fait un grand travail pour contribuer à à des méthodes rapides et raisonnables pour vraiment quantifier les microplastiques dans les masses d'eau. Il travaille sur différents types d'hydrosystèmes et il utilise des matrices, les eaux usées, les sols, les sédiments, etc. Selon moi, l'objectif de ces travaux de recherche sont de quantifier les sources et les occurrences de microplastiques environnementaux et traiter le procès derrière les technologies de mitigation et de voilà. Et je pense que également, Yes traite des questions de décomposition physique, biologique et physiologique des microplastiques dans l'environnement. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous comme orateur aujourd'hui et vous avez la parole pour 40 minutes. Merci. Merci, 40 minutes. Je vais essayer de gérer ça parce que vous savez, quand je commence, on ne sait jamais où ça se termine. Donc, comme Ghislain l'a dit, il s'agit de quantifier les microplastiques dans l'environnement et comme cela a été dit de cette présentation de moi-même et de mon arrière-plan, je n'ai pas commencé ma existence comme chercheur dans les microplastiques parce que c'est un nouveau domaine de recherche en fait. Et comment est-ce que toute cette étude et cette focalisation a commencé sur les microplastiques? Il s'agit là d'une liste de publications et, certains des citations par année de Sum of Time, donc sur des citations d'articles sur les microplastiques et donc sur des abstraits, des extraits, pardon. Oui, au début, il y avait très peu de choses au début. C'est en gros, on peut dire en 2004, par exemple, il y avait un article scientifique écrit par Richard Thompson qui s'appelait Perdu en mer, où est le plastique? Et Richard a déterminé que les plastiques qui arrivent sur nos côtes, d'où est-ce qu'ils disparaissent? Pourquoi est-ce qu'on trouve ce qu'on trouve et pourquoi on ne trouve pas plus? Et pendant les 10 prochaines années, pratiquement, très peu de choses se sont produites, très peu d'articles de recherche ont été faits sur ce sujet pendant pratiquement 10 ans et personne ne savait quoi que ce soit à ce sujet. Mais
Et en 2014-15 par là, les articles ont commencé à apparaître sur les microplastiques. La première étude, donc la façon dont ils ont analysé les microplastiques, c'est fait en collectant des échantillons sur de lignes de rivage, sur les plages, et ensuite, ces échantillons étaient préparés, ils ont fait de la séparation densitométrique avec des systèmes comme du chlorure de Sahel, etc. Et ensuite, ils ont déterminé des candidats plastiques potentiels au microscope et ils les ont utilisés en usé de l'infrarouge à transformation de Fourier, hein, après, en gros l'IFTR, hein, donc l'IRTF, pardon. C'est une technique bien connue qui peut vous dire quel est le matériau que vous examinez, particulièrement lorsqu'ils sont en microparticules. Ça a été la norme, ça a été la norme pendant quelques années. Et cette méthode est toujours routinement utilisée de façon routinière, c'est-à-dire ce tri par échantillon, on prend les plastiques et on les analyse. Mais comment est-ce qu'on analyse? La méthode d'analyse va dépendre de ce que vous voulez retirer de cette analyse. Et différentes personnes veulent obtenir différentes choses. Peut-être vous, en tant que chercheur, vous voulez comprendre d'où vient le plastique. Donc, ça peut être, ce qui veut dire qu'il faudra regarder différentes façons où vous êtes intéressé à la distribution granulométrique, la taille des particules. Et donc, quelle partie êtes-vous intéressé? Est-ce que vous voulez les gros morceaux ou les petits morceaux ou même les toutes petites, les nanos? Et pour cela, vous devez analyser de façon complètement différente. Pour revenir à cette approche commune, au début, dans les premières études, ce que l'on faisait tout simplement, c'était une réduction de volume, filtration ou séparation densitométrique, et ensuite identification avec un microscope basé sur si ça ressemblait à un plastique, un morceau de plastique, et donc, est-ce qu'il ressemblait à un morceau de plastique? Non, ça pouvait. Il y a souvent de la morphologie, des couleurs qui sont caractéristiques, enfin certains, dans d'autres. Puis ensuite, on les compte. Voilà, et on compte les particules. Et ceci, typiquement, a été fait dans des granules, des plages de dimension au-dessus de 500 micromètres, pardon. Mais le problème, c'est que si vous faites cela, c'est bien si vous avez des grosses particules, mais si vous avez quelque chose de 1 millimètre, vous pouvez voir, c'est bien. Mais si vous êtes de 100 micromètres, c'est simplement pas. Il n'est pas possible de voir au microscope ce qui se passe, à quoi ça ressemble et ce que ce n'est pas. Donc, je suppose que certains d'entre vous n'ont jamais fait ceci pour regarder différentes particules. Vous allez prendre les particules brillantes et ceci vont vous sembler être les particules inorganiques. J'ai essayé ça avec des étudiants et c'était drôle, ils ont pris toutes les mauvaises particules. Donc, depuis, les méthodes analytiques se sont diversifiées, se sont améliorées et voici simplement une diapo qui vous montre ce qui est dedans, combien, ce que les gens font en général. Vous prenez un échantillon, vous le divisez en gros en particules, en grosses particules ou petites particules. Ensuite, différentes techniques, par exemple l'IRTF, par exemple les Raman, où vous pouvez utiliser la pyrolyse GCMS, par exemple, hein, ou la tête de GCMS, hein, par exemple. Et ensuite, vous pouvez quantifier le nombre de particules dont vous avez, leur taille et leur masse. Bien sûr, ces différentes techniques conduisent à différentes résolutions de taille, parce que quelles sont les tailles qui nous intéressent véritablement? Ceci va dépendre, bien entendu, mais si vous vous intéressez à la toxicité, par exemple, vous allez vous intéresser aux toutes petites particules. Plus la particule est petite, plus elle a un impact potentiel. Si un poisson croise la route d'une botte en caoutchouc dans l'océan, la potentiel pour lui de manger la botte en plastique est rare. En revanche, une particule d'1 millimètre
plastique, ça, il est probable qu'il va l'ingérer et bien sûr, les dégâts potentiels augmentent lorsque plus les particules sont petites parce qu'il va y avoir une translocation dans l'intestin et dans les membranes de l'intestin, dans le pire des cas. Donc, on va les retrouver. Donc, la plupart des plastiques qui ont été rapportés, la plupart des études qui ont été rapportées mentionnent des plastiques en termes de nombre. Combien de particules trouvez-vous? Voici par exemple quelque chose de difficile à utiliser. Parce que combien de particules de sable, combien de grains de sable y a-t-il sur la plage? Ça va dépendre de la taille des grains de sable. Par exemple, si vous prenez une particule qui fait 1 millimètre au carré, 1 millimètre au carré, et vous lui donnez vous prenez un marteau et vous frappez au marteau et vous faites 10 par, vous allez avoir, vous voyez, le nombre de particules que vous allez obtenir, ou le nombre de particules que vous allez créer, en fait, va changer au fur et à mesure que votre plastique se décompose, se brise. Donc, le nombre de particules n'est pas consistant et reproductible. Il n'y a pas de loi de conservation qui s'applique pour les nombres de particules. Il y a cependant une loi de la conversion pour la masse, parce que la masse reste la même, même si vous brisez les particules de plastique. Donc, il est important également de bien mesurer la masse. Et la masse ne suffit pas, comme je vous l'ai dit également précédemment. Vous avez besoin également des tailles, parce que les tailles sont importantes pour l'écotoxicologie, pour les transports, l'étude de devenir, etc. Donc, vous avez besoin à la fois de la masse et des nombres et la distribution granulométrique des particules, des microplastiques s'entend. Donc, une fois que cela a été défini au tout début, lorsqu'on voulait de la standardisation dans le domaine des recherches sur les les microplastiques, ça a été mentionné en 2016 par une étude dans citation de Besman qui dit que nous ne sommes pas en mesure d'appliquer une analyse systématique et comparable des plastiques. Et ça, c'était en 2016. Donc, les gens ont essayé de voir s'il était possible éventuellement d'avoir une analyse consistante des plastiques afin que je puisse mesurer, que vous puissiez mesurer et que nous puissions mesurer nos résultats. Et ceci s'est avéré beaucoup plus difficile plus facile à dire qu'à faire, hein, entre guillemets. Donc, à ces époques que le consortium à l'époque avait pensé, et on n'a pas vraiment encore réussi à avoir de bons résultats pour diverses raisons. Donc, l'une des raisons, c'est est-ce qu'on a besoin de standardisation d'abord? Donc, en fait, quand avons-nous besoin de standardisation? Moi, je dirais que si vous faites de la recherche, en fait, je n'ai pas besoin de standardisation parce que je vais toujours repousser les limites et les frontières de la connaissance. Et, et la standardisation de mon méthode vont ralentir mon processus que m'aider. Mais si je veux faire du suivi combien de plastique y a-t-il dans la mer, combien dans les sédiments, combien se trouve en Méditerranée, par exemple, par rapport à la mer du Nord ou autre, alors à ce moment-là, j'ai besoin d'avoir une approche standardisée. Donc, pour le suivi, la surveillance, c'est nécessaire. Donc, une fois cela dit, il y a différents aspects avec la standardisation. D'abord, parce que lorsque vous standardisez quelque chose, vous devez avoir un consensus sur la meilleure façon de faire l'analyse. Et nous n'y sommes pas encore. Nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, comme dans toute la communauté des microplastiques, les grandes communautés, sur les actions doivent être faites. Et il y a votre manière et ma manière, et ma manière est la meilleure que la vôtre. Mais en fait, il y a beaucoup de discussions. Donc, et encore une fois, une grande partie, c'est qu'il y a différents objectifs quand vous analysez. Pourquoi est-ce que vous analysez? Qu'est-ce que vous voulez en retirer? Quelles sont les informations que vous souhaitez obtenir? Donc voilà, ça c'est important. Une autre chose qui en pratique, ça semble affecter la standardisation
de façon significative, c'est que certaines personnes disent que l'analyse des microplastiques correspondre à tout le monde. Et les gens disent non, non, en fait, il faut avoir des équipements de très haute qualité, donc tout le monde n'a pas les ressources pour se payer ça. Et donc, les questions de prix sont également importantes lorsqu'on essaie de déterminer comment standardiser des méthodes. Et également, qu'est-ce qui est suffisant? Quand est-ce que c'est assez bien pour un certain… Donc, quel est l'équilibre entre la valeur et l'effort? Donc, hein, voilà, ou les efforts nécessaires. Donc, ceci est toujours discuté, longtemps discuté, et il n'y a toujours pas d'accord sur la manière dont les choses doivent se faire dans la réalité. Cependant, une fois que ceci a été dit, nous avons besoin d'analyses fiables parce que nous devons être en mesure d'évaluer ce qui est dans l'environnement. Nous devons faire une distinction entre les sources et également nous devons être en mesure de quantifier les impacts de ces microplastiques. Et bien entendu, nous nous améliorons dans et nous savons aujourd'hui ce qui est une bonne idée lorsqu'on analyse ce qui n'est pas une bonne idée lorsque vous analysez. Donc, lentement, certes, lentement, il se développe un consensus sur la manière dont les choses doivent être faites. Et bien sûr, ceci va conduire à une forme de standardisation. Soit, bien. Donc, maintenant, reprenons au début. Que devons-nous faire quand nous analysons? D'abord, c'est le prendre d'un système, ça peut être l'environnement marin, par exemple, là, voilà, ce sont les eaux maritimes danoises, et avoir une quantification, passer de l'environnement marin à une quantification. Et cette quantification veut dire qu'il faut des chiffres, des masses, des compositions de polymériques, etc. Ce que l'on voit ici, c'est une étude que nous avons fait au Groenland. Nous avons mesuré les microplastiques sur à la capitale de Nuuk, qui pollue significativement son environnement avec notamment des eaux usées parce qu'ils n'ont pas de station de traitement des eaux usées. Donc, on a des concentrations en microplastiques assez proches, élevées, assez proches de la ville parce que les rejets, les effluents se font directement. Ils ont beaucoup d'activités de pêche qui conduisent à des plastiques. Et donc, et ça, on peut très bien voir l'empreinte ici lorsqu'on étude. C'est une digression, pardon, je reviens à mon sujet. Donc, lorsque nous voulons analyser dans un système, par exemple, et donc nous avons des méthodes d'échantillonnage. Par exemple, si vous revenez à l'étude Greenland, on a collecté 1 mètre cube d'échantillons parce que les concentrations sont… Mais vous pouvez voir ici, elles sont pas assez faibles. Donc, si vous voulez trouver des faibles concentrations, il faut analyser et concentrer un grand volume d'eau. Une fois que vous avez échantillonné de façon appropriée, vous devez extraire les mistoplastiques de la matrice. Et certaines des matrices sont plus faciles que d'autres. Si vous avez, par exemple, un seau plein de boue, bon, c'est dur d'en retirer les microplastiques. Et ensuite, lorsque vous avez les concentrés, vous vous êtes débarrassé de tous les matériaux naturels, vous devez quantifier et caractériser les microplastiques extraits et ensuite rapporter sous forme de données utilisables et judicieuses. Certaines matrices sont plus difficiles à établir que d'autres. Par exemple, certaines matrices ont des concentrations très faibles, par exemple l'eau potable, où nous analysons les eaux potables en Suède, où nous avons dû collecter, c'était 3 mètres cubes pour un échantillon pour avoir assez à analyser, pour écrire un échantillon d'analyse suffisant. Mais il y a aussi souvent beaucoup d'autres choses que les microplastiques dans les matrices. En fait, il y a beaucoup plus d'autres choses que les microplastiques et vous devez vous en débarrasser avant d'analyser. Et également, et enfin, on ne sait pas quelle est l'homogénéité de la distribution des microplastiques dans la matrice. Et là, en termes de contamination, bien sûr, vous devez faire attention au principe de contamination lorsque vous analysez les microplastiques dans votre échantillon. Parce que la contamination, si vous y réfléchissez,
tout autour de vous est en plastique. Si vous regardez un écran ordinateur et vous savez quoi, c'est du plastique. Et vous tapez sur votre clavier, c'est du plastique. La majorité des vêtements que vous avez, souvent les vêtements que vous portez sont aussi à base de plastique, donc le plastique est partout et vous ne pouvez pas les éviter. Donc, lorsque vous analysez, la contamination avec votre propre plastique est un risque élevé et, et le principe étant d'essayer de l'éviter. Donc, prenons, on va parler on va voir comment nous avons échantillonné ici à Aalborg, mais c'est une méthode très commune, hein. Donc, dans les zones marines, vous utilisez des filets qu'on appelle les mantas. On le met à la surface de l'eau et vous collectez des plastiques de plus de 300 micromètres et ensuite vous les analysez manuellement en utilisant des systèmes de tri et de prélèvement. Donc, vous pouvez également aller plus en détail en utilisant un système de filtration par pompe. Ce que l'on voit ici, c'est un lac à Lofoten, dans une île de Norvège, et ici, nous avons des filtres environ 1 micromètre et de 10 micromètres et on va filtrer en mètres cubes et ensuite, et la moitié du filtre, vous voyez, ces filtres ont été des matériaux et ces matériaux, nous analysons pour déterminer les microplastiques. Nous pouvons également mesurer les microplastiques dans les eaux plus profondes. Nous avons dans ce cas d'élaborer, nous, un système qu'on appelle le Kraken, qu'on peut faire descendre dans l'eau à différentes profondeurs et nous pompons des grandes quantités d'eau par des filtres comme ceci et nous collectons les particules sur les filtres. Donc, globalement, ça peut être assez facile comme le filet Manta ou plus difficile quand on utilise le système Kraken en fonction de ce qu'on veut déterminer. Lorsqu'on analyse, dans l'idéal, on veut voir d'abord trouver les microplastiques dans l'échantillon et trouver les plastiques jusqu'à une taille très réduite, si possible 10 micromètres, c'était notre objectif avec les filtres. Et bien sûr, pour les particules que nous trouvons, nous voulons connaître les caractéristiques de chacun des microplastiques et nous voulons éviter des microparticules, des plastiques si ce n'est pas le cas, et nous voulons éviter d'ignorer les plastiques. Donc, c'est les fausses positives et les fausses négatives. Et on veut éviter la contamination, bien sûr, et il faut que ce soit rapide et bon marché. En gros, on veut tout, quoi. On veut tout, quoi. Voilà. Mais malheureusement, beaucoup de ces choses sont en conflit les unes avec les autres, donc et particulièrement, si on veut rapide et bon marché, c'est en conflit avec le reste. Il faut donc trouver un terrain médian. Ce terrain médian va dépendre bien sûr de ce que vous voulez faire. Par exemple, et certaines des questions que nous avons vues dans les analyses de microplastiques, c'est que les gens ont analysé sans vraiment réfléchir à la qualité de cette analyse et donc et ils n'ont pas vraiment fait assez de travail d'assurance qualité. Donc, ce qui est important, c'est que lorsque nous quantifions correctement en fonction de la cible qu'on s'est posée. Si c'est 1 millimètre, un demi-millimètre, très bien. Donc, il faut simplement le stipuler et prouver qu'on peut le faire. Si on quantifie jusqu'à 10 micromètres ou même moins, alors nous devons montrer que nous sommes capables de quantifier cela. Et ceci n'a pas été très commun chez les microplastiques. Donc, ce qui est bien connu de microchimie, donc vous devez prouver ce que vous faites, hein, bien sûr, et ça n'a pas été très commun dans les analyses de microplastiques. Mais lentement, ça devient de plus en plus une routine et donc les gens font cela. Donc, je vous montre ceci à quelques exemples et laissez-moi illustrer par quelques exemples. On va aller à la chasse des microplastiques. Donc, d'abord, ici, voilà, Christian et Nazer, ils ont trouvé le plastique, une particule plastique. Wow. Mais est-ce qu'ils les ont vraiment trouvées toutes? Mais et s'ils regardent un peu plus profondément pour trouver un filtre, par exemple? Ensuite, est-ce qu'ils en ont trouvé plus? Oh oui, 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 ils vont, parce que réfléchissez à la géométrie, encore une fois, comme on en a parlé précédemment. Si vous prenez vos particules de plastique
vous les frappez avec un marteau, vous allez créer beaucoup plus de particules. Donc, si vous voulez écraser une particule de 1 millimètre et en fait une particule d'un million, d'un micro, vous avez 1 million de microplastiques. Donc, encore une fois, beaucoup plus de petites particules et de grandes particules. Donc, plus vous pouvez voir des petites particules ou quantifier des petites particules, plus vous allez en trouver. C'est pour cela c'est difficile de rapporter des microplastiques en nombre seulement, parce que cela veut dire que vous devez être certain de votre quantification de taille. Donc, si vous avez des limites de quantification et les gens ne sont pas, souvent, ils ne sont pas toujours certains. Donc, et en fait, quelle est la quantification de taille? C'est difficile, en fait, à déterminer, en termes de limites, pardon. Donc, c'est une question facile à poser, mais difficile, il est difficile d'y répondre. Mais en plus, dans cet exemple ici, vous voyez, une approche commune pour analyser les microplastiques a été comme je l'ai dit, de l'approche de tri et de prélèvement. On prend un lot, on prend les particules, on les sort, on les analyse à gauche, on voit et ensuite, vous les analysez pour la composition polymérique. Mais là, vous êtes en train peut-être de cueillir des murs, parce que vous êtes en train de vous allez sortir quelque chose de l'échantillon qui est autre chose que du plastique, et vous n'avez pas la preuve d'avoir trouvé toutes les particules. Vous en avez trouvé certaines, sûr, mais avez-vous trouvé toutes les particules? Plus la particule est grosse, plus vous êtes certain que vous ne les avez pas trouvées toutes, mais pour les toutes petites, bien sûr, ça devient de plus en plus difficile. Mais enfin, les grosses, vous les avez trouvées, mais quelle est la limite de quantification en termes de granulométrie ou de taille? Donc, c'est très difficile à déterminer. Il y a beaucoup de désaccords. Une chose est certaine, le fait que vous trouvez une particule d'une certaine taille, ça ne veut pas dire que vous les avez trouvées toutes. Comme on dit en danois, même une poule aveugle, de temps en temps, trouve un grain. Donc, et le fait que vous avez filtré ou que vous avez trouvé des toutes petites particules, ça ne veut pas dire que c'est votre quantification est correcte. Donc, c'est quelque chose que la plupart des gens ont ignoré lorsqu'ils rapportent les données, cette question. Donc, quelle est en fait la limite de détection? Non, pardon, les limites de quantification, parce que ce n'est pas les petites, les plus de taille, c'est la granulométrie que vous pouvez quantifier qui nous intéresse. Et c'est très rarement rapporté dans la littérature. Donc, si vous utilisez une approche plus raffinée, comme par exemple un robot, etc., vous allez traiter vos échantillons, vous allez enlever la plupart de la matrice, vous allez déposer vos concentrats de microplastique sur une plaque ou sur un filtre, vous allez scanner, analyser la surface avec IRTF ou Raman, ou le Raman plutôt, mais le Raman et la technique Raman vient fortement comme méthode. On peut également utiliser de la pyrolyse pour les quantifier. Ceci conduit certainement au fait qu'on trouve plus de microplastiques, mais vous les avez trouvés tous? Voilà, ça prend du temps, donc avant d'arriver au concentrat. Voici le concentrat que nous avons analysé, vous savez, donc à partir de la matrice, vous voyez, donc on a des machines lourdes, coûteuses, et pour arriver à l'ensemble des plastiques ici, c'est difficile. Et ensuite, nous devons faire cette analyse qui est également difficile. On va déposer ces petits échantillons ici, les particules de plastique dans des petits flacons sous ce microscope de scan IRTF, et on va scanner comme ceci. Il va vous montrer ici 10 millimètres, c'est à peu près 3,2 millimètres de spectre que l'on voit ici pendant des scans de cette nature. Et on doit interpréter ces spectres également, et pour cela, nous avons développé notre propre logiciel. Et au fait, parce que lorsque vous avez 3,2 millions de spectres, vous ne voulez pas les examiner tous manuellement. On l'a fait au début, et à un moment donné, les étudiants
me jetait des pierres et bon, enfin, mentalement, il me jetait des cailloux, croyez-moi, parce qu'il mourrait dans cette année, de ces analyses. On a décidé que on a conçu un logiciel qui le fait automatiquement. C'est maintenant un logiciel libre, au fait, hein, qui est utilisé pour l'imagerie. Cette approche trouve plus de microplastiques que le tri et le prélèvement. Voici une étude par Lee et al. De 2018 qui a étudié 28 usines de traitement des eaux usées de Chine. C'était une très bonne étude, il n'y a pas de rien à dire à ce sujet. Ils ont utilisé cette méthode de tri et de prélèvement et ils en ont conclu qu'il y avait 1,56 10 puissance 14 microplastiques par an dans toutes les boues de Chine, un chiffre absolument astronomique. Mais ils ont fait cette approche de tri et la limite de taille, c'était pas très clair. La limite en termes de taille n'était pas très claire. Donc, Champ d'État, lui, nous avons analysé des, des eaux des usines de traitement aux eaux usées de Suède, la deuxième plus grande, et on a observé qu'ils relâchent à peu près les mêmes nombres de microplastiques dans ces boues, comme l'ensemble de la Chine. Donc voilà. Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, une usine de traitement des eaux usées de Suède contient autant de microplastiques que toutes les stations d'épuration chinoises ensemble? Bien sûr que non. Mais ça veut simplement dire que différentes méthodes ont été utilisées et lorsque vous comptez les nombres, et pour les Chinois, si on ne prend que les grandes particules jusqu'à un demi-millimètre en taille, et on a compté ça jusqu'à 10 micromètres en taille particules, on voit beaucoup plus de particules en raison simplement le nombre de particules arrive à la puissance 3 en taille. Donc, bon, très bien, voilà, on a la méthode qui fonctionne, on est très bon et on trouve les particules, les microparticules, mais est-ce qu'en fait on les a trouvées toutes? Je vais accélérer là parce que je vais parler trop longtemps sinon, mais et ensuite lorsqu'on a scanné, voici le scan du sol d'un port et ensuite on peut voir, par exemple, que si vous zoomez sur une particule ici, cette particule, on peut voir ici qu'il s'agit la particule, la bleue, c'est le spectre de référence. On a fait un spectre de référence pour le polyéthylène, pardon. Et ici, on a l'orange qui est le spectre qui a la même pic, qui a le même pic ici. Ces pics ici viennent d'oxydation du polyéthylène. Donc, oui, c'est du polyéthylène, c'est du polyéthylène. Mais qu'en est-il ici de celui-là, là? Celui-là, c'est le même que mais qu'en est-il là? Regardez, on l'ignore. Pourquoi? Eh bien, parce que en fait, on peut le voir. C'est exactement ici. Regardez, voilà, on a un spectre ici qui est identique. Donc, ceci serait ignoré dans l'analyse parce que la corrélation est trop faible. Donc, on l'a ignoré. On a totalement ignoré celui-là des particules avec cette technique. Donc, on ne les trouve pas tous. On ne les trouve pas tous. Mais ce n'est pas facile vraiment de dire quelles sont les limites de quantification en termes de taille. Probablement 20 à 30 micromètres, mais c'est difficile de savoir exactement combien. Donc, soyons honnêtes, en fait. Donc, quelles sont les limites véritablement pour nos études? Oh, en fait, j'ai oublié quelque chose. Et si vous avez regardé les microplastiques pour des financements, etc., regardez, et on veut également mesurer les microplastiques et les nanoplastiques, et on voudrait que mesurer les nanos, et on veut que vous mesurez les nanoplastiques également et les mésoplastiques. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En 2011, les gens parlaient déjà, on disait que vous pouvez le faire comme ceci ou comme cela pour mieux mesurer les nanoplastiques. Mais en fait, honnêtement, on n'est pas encore en mesure de le faire. On ne peut toujours pas, on peut difficilement mesurer les microplastiques. Au moins, on peut le faire jusqu'à une certaine limite, peut-être 20 à 30 micromètres, mais même peut-être un peu plus bas, 10 micromètres. Mais en dessous de ça, on a des problèmes en termes de quantification.
et non pas de détection. On peut toujours voir des plus petites particules, mais on ne peut pas les quantifier. Donc, la quantification des nanoplastiques dans des matrices complexes, on n'est pas capable de le faire et personne n'a vraiment été en mesure de quantifier les nanoplastiques dans des matrices complexes. C'est très compliqué. Et donc, on va prendre du temps avant d'y arriver. Avant de terminer, je crois, il me reste 5 minutes, je semble. Je voudrais parler d'une des études de cas que j'ai dans ma présentation, parce que c'est une histoire assez sympathique. Vous êtes dans une pièce, je suppose, à tous, assis, et je suppose que chacun de vous respire, a priori. Bon, je suppose. Donc, nous avons mis une personne, oui, ce monsieur-là qui a l'air très joli, là, ce mannequin, dans une pièce, et nous l'avons laissé respirer pendant 24 heures. Et ce mannequin, vous voyez, il a ses poumons ici. Ça, ce sont ses poumons. Voilà, bon, du mannequin. Et voici, ça, c'est très bruyant. Donc, c'était dans l'appartement d'un étudiant parce que c'était leur projet, donc ils pouvaient le faire et ils pouvaient faire du bruit. Et ensuite, on a mis ouais, un filtre en argent qu'on a mis ici. Je ne me rappelle plus la taille, la granulométrie micromètre, je crois, et dans les voies respiratoires, et on a collecté toutes les poussières qui ont été collectées par ce mannequin et on obtient ici cette collection de particules pendant 24 heures. Et ensuite, on a analysé ce qui se trouvait dedans en utilisant nos machines sophistiquées. Et ce que l'on peut voir ici, en gros, en gris, ce sont les particules naturelles et les colorés, ce sont des plastiques. On voit qu'il y a pas mal de plastiques si on veut les quantifier plus précisément. Ce que l'on va voir, c'est que, et on a investigué, on a fait une étude pardon, 4% de l'ensemble des particules dans l'air étaient des plastiques. Donc, il y a beaucoup de plastique dans l'air. Et au fait, c'est quoi le reste? Ah, vous savez, 6%, c'est de la cellulose, du papier, du carton, du coton, etc. Ensuite, 90%, ce sont des protéines. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce que ça veut dire. Là, des protéines, c'est essentiellement vos propres desquamations cutanées, parce que vous savez, vous perdez vos cellules. Donc, ce que vous respirez, en fait, c'est la desquamation de vos cellules mortes cutanées. Ah, cacaberk. Mais en fait, donc, c'est comme ça que les gens réagissent en général, hein, ce que je leur dis ça, mais bon. Et voilà, donc et voici les relations entre les variations entre les 3 appartements, donc avec différentes quantités, mais c'était assez cohérent. Donc, pourcentage de plastique et le reste, c'était donc ouais, des matériaux. Donc, voici est assez élevé. Donc, voici une autre chose sympathique que je dois dire et nous avons fait un programme de télévision, une émission de télévision. On a eu une analyse en cours dans un appartement à Copenhague où cette famille, ces gens ici, là, vivaient et on a filtré l'air et ici, on a trouvé des résultats très étranges. On a trouvé, par exemple, de l'acétate de cellulose. De l'acétate de cellulose, 26%. Du polyester, ça c'est très cool, donc du polyéthylène, du polyester, voilà. Mais l'acétate de cellulose, d'où est-ce que ça vient? Parce que c'est pas quelque chose que l'on trouve normalement. Généralement, c'est utilisé dans les cigarettes, mais personne ne fumait dans cette, famille et donc il s'est avéré que ce type ici, le père, sa profession, il est magicien. Il fait des trucs pour, amuser les gens avec différents numéros. Parce que c'était ennuyé et d'attendre pendant 8 heures pour que cette machine, filtre l'air. Il nous montrait des trucs. Il utilisait ces cartes pour montrer des trucs et ces cartes de magicien sont des cartes professionnelles et elles sont faites, devinez quoi? De cétate de cellulose. Donc ce que vous voyez dans l'air, en fait, c'était l'empreinte
ce monsieur qui nous montrait des trucs avec ses cartes de magicien. Donc, voici la dernière diapo, j'ai pris trop de temps. Donc, quelle est l'exposition des humains pour aux microplastiques? Donc, c'est une estimation assez grossière, ce n'est pas encore publié, mais à l'intérieur, vous respirez à peu près 4000 mètres cubes d'air par an, ce qui contient à peu près 20 000 morceaux de plastique par an, avec les mêmes techniques, donc rien de… Qu'en est-il des eaux potables? Donc à peu près 2000 fois moins. Les boissons telles que les coca et autres sont beaucoup, voilà, c'est une grande contribution. Mais l'atmosphère est certainement le plus grand contributeur. Et la nourriture, bien sûr, vous donnera un peu des plastiques, bon, moins que les boissons gazeuses. Donc je vais m'arrêter là parce que voilà, je pense que je vais… voilà, j'ai terminé, merci. Je suis à votre disposition pour des questions. Okay, many thanks, Yes, for this. Merci, Yes, pour cette très bonne présentation. J'ai quelques questions pour la fin de cette session. Je vois deux questions. Emmanuel Mignot, You can raise your hand and ask your long question, please. posez votre question directement. Merci, professeur. Je me demande ces questions de méthodologie pour les séparer par les macroparticules par classe, la masse plutôt que le nombre. Ces questions ne doivent pas être limitées aux microplastiques. Donc, il doit y avoir d'autres sujets dans les domaines de recherche que je ne vois pas maintenant, où ils ont les mêmes problèmes et peut-être qu'ils ont trouvé des solutions. Avez-vous une idée à ce sujet? Lorsque vous comptez des particules, par exemple pour la pollution atmosphérique, vous avez des problèmes similaires. Mais là, ce qui est important, c'est qu'ils ne vont quantifier qu'en termes de quantité de particules ou masse de particules dans une taille dans une plage granulométrie, par exemple, à 1 micromètre, 10 micromètres, peu importe. Donc, lorsque vous faites des microplastiques, mesurer des microplastiques, vous allez, d'une certaine façon, vous allez plus profondément dans ce sujet. Mais il y a des choses similaires. Une autre chose où on pourrait dire, c'est qu'il y a des similitudes dans la microbiologie. Donc, par exemple, lorsque on va compter les algues ou les bactéries, on va rencontrer les mêmes problèmes pour vraiment lorsque on essaie de quantifier. C'est vrai que ce n'est pas un phénomène unique pour les plastiques, mais oui, mais nous avons des problèmes supplémentaires parce que ce qui est c'est mal le terme plastique est mal défini en tant que tel. Par exemple, combien faut-il de plastique pour que un particule devienne du plastique? Par exemple, une écaille de peinture qui a 20%, donc par exemple de plastique, de polyéthylène. Bon, bien sûr, et il y a des domaines qui ont traité ceci, mais ça devient, c'est plus prononcé au niveau des microplastiques, ça c'est certain, oui, dans ces domaines. Les nanomatériaux aussi, bien sûr, ont des actions similaires. Très bien. Une deuxième question de Gemma Müller. Je ne sais pas si vous pouvez poser votre question. Merci. Je voudrais savoir, connaître un peu plus sur les programmes d'analyse des polymères, le programme automatisé d'analyse des polymères. Comment est-ce qu'il s'appelle? Simple. C'est un logiciel que nous avons développé à l'Institut Alpha Vegan en Allemagne. Et lorsque vous prenez
un scan, quand vous faites un scan, vous prenez une photo numérique et pour chaque pixel de cette photo, il y a une couleur. Vous avez un spectre infrarouge et vous utilisez ceci pour traiter votre image. Donc, lorsque vous avez ces images basées sur des spectres, c'est le logiciel que nous avons développé pour cela. Et il tourne sur 4 ou 5 matériels différents. Donc, voilà. Brook, par exemple, ou HTM Scientific. Merci. Est-ce que vous l'utilisez avec les RF? Vous pouvez utiliser la matrice linéaire ou le FPA IRTF. Absolument. Merci. Okay, good. Any more questions, please? Avons-nous d'autres questions? You can post it in the chat or you can raise your hand Vous and pouvez ask. soit lever la main. Time, maybe Nous avons du temps, peut-être 10 minutes encore pour poser ces questions. to continue the discussion with yes. Pour poursuivre cette discussion, oui. Ce que je pense, c'est que ce qui a été important pour notre succès, c'est que nous sommes transdisciplinaires. Et je ne sais pas ce que je pourrais ajouter véritablement, mais je sais qu'il y a beaucoup de différentes choses, mais nous ne sommes pas vraiment allés en profondeur. Mais si on combine l'ensemble, on les regroupe, on ne va pas trouver de biologistes marins qui peuvent coder et faire un programme que d'autres personnes peuvent utiliser ou qui peut construire un système en eau profonde où les techniciens peuvent travailler ensemble. Et il s'agit, ce multidisciplinaire cette dimension multidisciplinaire a été une grande force. Je vois tout à fait. On a besoin Multidisciplinary approach. nous avons besoin d'approches multidisciplinaires pour traiter de ces grands défis. J'ai une autre question de Julia. Julia, vous pouvez votre question. Merci. Merci pour votre présentation. Je suis une thésarde, je travaille sur les microplastiques. Je rencontre d'autres difficultés. Je voudrais connaître votre principal conseil pour être sur les microplastiques avec les possibilités actuelles. Oh, sorry. I said, Je vous ai dit que je rencontre toutes les difficultés que vous avez mentionnées et je voudrais savoir quel serait votre principal conseil pour effectuer cette étude sur les microplastiques qui serait la plus précise possible avec ce qui existe actuellement. On peut faire de bonnes études avec des instrumentations limitées. Vous savez, simplement, vous devez être bien documenté et prouver ce que vous avez fait et ensuite à quel niveau. Donc, ne survendez pas une fois, j'ai vu une étude, j'étais un réviseur ou un revieweur, ils avaient analysé, quantifié les microplastiques jusqu'à 1 micromètre en utilisant un microscope, ce qui est absurde. Donc, mais s'ils avaient dit que nous faisons ceci jusqu'à 3 ou 400 micromètres et on peut prouver qu'on peut faire cela, en faisant un piquage d'une certaine quantité de matériaux et on le récupère. Donc, à ce moment-là, tout le monde aurait été content. Donc, même avec des méthodes comme les microscopes et une aiguille, vous devez pouvoir faire une étude raisonnable si vous êtes systématique et rigoureux et que vous êtes en mesure de montrer que ce que vous mesurez est en fait la bonne chose. C'est correct. Donc, je pense que c'est le point important. Bon, vous n'avez pas besoin d'avoir des grosses machines, hein, un gros parc de machines, de spectromètres ou autre. Hein, donc, Okay, Kate. merci. Any more questions, please? We have time. Yes, again, Gemma Müller.
Hi, do you think we should Pensez-vous que nous devrions attendre la standardisation de la méthodologie ou simplement est-ce qu'on peut poursuivre à utiliser différents systèmes? Encore une fois, pourquoi est-ce qu'on veut standardisation? Si vous surveillez l'environnement marin dans la mer Méditerranée, ben, vous devez avoir une méthode standardisée. Sinon, vous ne pouvez pas comparer ce que vous avez trouvé à l'est et à l'ouest, au sud et au nord. Bon, voilà. Mais si vous étudiez, par exemple, l'impact sur les poissons, ou si vous étudiez le processus de décomposition, vous n'avez pas besoin d'une méthode standardisée. Parce que la méthode standardisée pourrait affecter votre travail. Donc, vous avez besoin d'une méthode qui va répondre à vos exigences. Et ensuite, vous devez pouvoir montrer que ceci fonctionne. Donc, et au fait, la manière dont la standardisation se fait, c'est avec le plus petit dénominateur commun, à savoir que c'est la standardisation qui sera. C'est ce que tout le monde va pouvoir faire à un certain degré, mais pas nécessairement ce dont la science a besoin. Je n'attends pas la standardisation. Ils sont bien en retard par rapport à ce que nous faisons. Good. We have, I think it's a comment from. Un commentaire, me semble-t-il, de Maxime. Thanks you a lot. Merci beaucoup pour cette présentation intéressante, mais qui est également effrayante en même temps. Oui. Non, en fait, c'est quelque chose que les gens doivent garder à l'esprit, c'est que les microplastiques sont quelque chose qui vont directement dans le cœur des gens. C'est tellement facile à faire peur aux gens avec ça, mais c'est également pourquoi nous devons quantifier cela. Et je pourrais vous avoir parlé des discussions, j'aurais pu aborder ce sujet d'une autre manière lorsqu'on est allé au Groenland, par exemple. Ce que l'on a trouvé, c'est que seulement une particule sur 1 million était du plastique. Donc, la probabilité d'un poisson ou d'un mollusque d'avaler un plastique une fois dans sa vie est très rare, très faible. Donc, ça va dépendre encore une fois comment vous présentez l'information. Mais c'est un sujet qui est très facile à utiliser pour faire peur aux gens. Et donc, celui sur l'atmosphérique est très important. Donc, I think what do you think about que pensez-vous? Nous avons une question difficile sur les morphologies ou les formes de ces macroplastiques. Parfois, on a des fragments, parfois, on a des fibres. Que trouvez-vous principalement dans les environnements marins, par exemple, en termes de morphologie? Vous avez toutes les morphologies? Ça va dépendre des tailles, encore une fois. Si pour les plus grosses particules, les plus grandes tailles, on va trouver beaucoup de fibres. Mais lorsque l'on va dans une plage granulométrique en dessous de 100 micromètres, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est essentiellement des fragments. Ça peut être des fragments de fibres, en fait, hein, ça peut être des fragments de fibres. Mais mais les formes sont importantes. Ça, c'est tout à fait clair. Et si vous pouvez vous trouvez une fibre longue, fine dans l'atmosphère, c'est beaucoup plus toxique en fait, hein, mais ce sont plutôt des fragments lorsqu'on descend dans les petites particules. La forme est importante pour le transport de ces particules. Any more questions, please? Avons-nous d'autres questions de notre public? Claire-Lise, peut-être? Oui, Ogba Mostefawi. Merci. Dans votre dernière présentation, vous montriez qu'il y a plus de microplastiques
dans certaines boissons que dans les eaux potables. Est-ce que les eaux potables viennent du robinet ou de bouteilles en plastique? Non, non, c'est du robinet. C'est le robinet, là, bien sûr. En fait, les données sont basées essentiellement sur de l'eau proche de l'usine d'assainissement, de traitement des eaux ou de purification. Et pourquoi les quantités vont dépendre des sources d'eau également, mais un facteur de 100 peut-être ou plus dans l'eau en bouteille, mais tout simplement en raison de la tuyauterie et de l'usine de traitement, le nettoyage pour les brosses, etc. Donc, tout ceci va vous donner vos plastiques dans les boissons en bouteille, hein, les coca et autres produits toxiques. Donc,